Et tout de suite, place à notre second débat. Je vous le disais, chaque jeudi, Sens Public se penche sur un enjeu européen. Et ce soir, nous allons parler des géants du numérique, ces entreprises titanesques, parfois aussi fortes, voire plus fortes que des États, et qui se rencontrent une certaine opposition dans l'Union européenne, car depuis quelques années, la Commission européenne s'est dotée d'un arsenal réglementaire unique au monde pour tenter de les réguler, pour tenter de les encadrer. Alors, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? On fait le point avec Marion Delpech. Du RGPD sur la protection des données appliquée dès 2018 à l'IA Act sur l'intelligence artificielle adoptée en 2024, l'Union européenne s'est dotée ces dernières années d'une multitude d'outils pour réguler le secteur du numérique. Parmi eux, deux règlements phares, le DSA, Digital Service Act, et le DMA, Digital Market Act. Le premier concerne toutes les plateformes, permet plus de sécurité pour les utilisateurs, plus de transparence sur les algorithmes et de meilleurs outils de contrôle. Le second encadre le droit à la concurrence et contrôle les 7 gatekeepers identifiés par l'Union européenne, autrement dit les géants du numérique. Les 5 GAFAMs américains, mais aussi Samsung et ByteDance, la maison mère de TikTok. Ces nouvelles réglementations représentent pour l'Europe un changement majeur de politique. Si vous regardez notre histoire, il n'y a pas une, pas deux, mais 3 affaires Google finalisées, un certain nombre d'affaires Amazon, une affaire Facebook et la récente affaire Apple. Nous avons en quelque sorte rendu crédible le fait que nous utiliserons les outils dont nous disposons, et ce dont nous avons besoin ici de la part des très grandes plateformes en ligne, c'est d'un changement de comportement. Plus de cas par cas, il existe désormais tout un répertoire de contrôles et de sanctions qu'il faut mettre en place. Au moment, on ne sait pas exactement ce qui va en être fait dans l'opérationnel et du type de sanctions qui pourraient en résulter. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître lourd et on a tendance facilement à se plaindre de la bureaucratie européenne. En réalité, pour des entreprises aussi puissantes, pour des applications et des services qui occupent tellement l'attention de ces publics à l'échelle européenne, mais mondiale aussi, il est évident qu'il faut quand même prendre la mesure de tout cela et avoir une vraie responsabilité. Ces avancées réglementaires inspirent déjà aux États-Unis. La Californie tente, elle aussi, d'encadrer l'intelligence artificielle. La régulation des géants du numérique, je le disais, cette entreprise titanesque et dématérialisée en plus. Eh bien, on en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Ophélie Coelho. Vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste de ces questions, auteure de Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. C'est publié aux éditions de l'Atelier. J'accueille aussi Julien Pillot. Bonsoir, vous êtes économiste du numérique, enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École. Et puis bonsoir aussi à Vincent Morel, avocat, ancien bâtonnier des Hauts-de-Seine et membre du Conseil national des barreaux, qui est notre partenaire pour ce débat le jeudi. Et puis bien sûr, Tam Tranui, qui reste à mes côtés jusqu'à la fin de cette émission. Alors, on a vu dans ce sujet un arsenal réglementaire assez inédit. L'Union européenne a multiplié depuis quelques années. On va peut-être revoir les sigles parce qu'on va beaucoup en parler dans cette émission. A multiplié les réglementations. Il y a eu d'abord le RGPD pour Règlement général sur la protection des données personnelles, puis le DSA, Digital Service Act, qui encadre en gros les contenus, la diffusion des contenus, le DMA, Digital Market Act, alors je suis désolé pour tous ces sigles et tous ces mots anglais, mais qui lui régule la concurrence entre ces grands acteurs. Et puis bientôt, une nouvelle réglementation, cette fois-ci, qui va encadrer les applications à venir de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'Europe est en pointe en matière de régulation, Vincent Morel ? Je crois que vous venez de faire un exposé rapide, synthétique, mais qui illustre bien le volontarisme de l'Europe pour justement rattraper, si ce n'est rattraper le retard économique, dans la mesure où le terrain est compliqué aujourd'hui pour que nos pépites puissent se développer, mais au moins sur le plan réglementaire, essayer de faire ce que font les Américains, c'est-à-dire mettre en place des règles extraterritoriales pour nous protéger les consommateurs, protéger les entreprises qui veulent essayer de se développer dans un terrain très, très compliqué. Mais par rapport au reste du monde, c'est le continent qui s'est le plus saisi de... Nous sommes à la pointe. Vous avez cité le RGPD, donc la protection générale des données, qui est un texte de 2018, qui aujourd'hui a été répliqué par environ 70 pays dans le monde, et qui est vraiment quelque chose, c'est précurseur, et les Européens
là-dessus ont été vraiment à la pointe et ont mis en place des règles pour protéger donc l'information, l'accès à l'information des consommateurs. Donc là, l'Europe travaille beaucoup en fait depuis 2019 à peu près, depuis 2018-2019 avec von der Leyen, la présidence française aussi a beaucoup participé pour mettre en place une régulation très stricte dans les différents domaines que vous avez cités notamment, et vous avez oublié aussi Uber Economy. L'Uber Economy qui est également un axe de défense de Alors vous avez raison, j'aurais pu ajouter la réglementation en plus sur la vente en ligne, l'amélioration des droits des travailleurs des plateformes, ou encore une meilleure prévention contre les contenus à caractère terroriste ou pédophile. Thierry Breton dit que l'Europe c'est le premier continent numérique au monde. C'est une formule ou ça veut dire quelque chose, Ophélie Cauliot ? Alors c'est probablement le premier marché pour les entreprises américaines en tout cas. Parce que sinon, je pense qu'on pourrait parler peut-être du marché chinois qui se suffit à lui-même, en quelque sorte. On rappelle l'Europe, c'est 450 millions à peu près. Voilà. Et donc en Chine, ils sont pas loin du milliard d'utilisateurs, donc on peut modérer aussi les choses. Donc c'est un marché autoporté, la Chine. Mais c'est un marché, l'Europe. C'est pas un producteur de technologie numérique. Et c'est probablement en cela que même si, en effet, en Europe, on peut dire qu'on est à la pointe en termes de régulation, dans le sens où, en effet, on a été le premier continent à vraiment poser des questions importantes sur la question de la régulation du numérique, et en tout cas à mettre en place des textes conséquents. Néanmoins, est-ce qu'ils nous protègent vraiment et est-ce qu'ils posent les bonnes questions aujourd'hui ? Ça reste, à mon sens, très limité encore. Et par ailleurs, notre problème, c'est qu'on est quand même dans la situation d'un consommateur, d'un client qui en fait appel a posteriori à un SAV en quelque sorte, c'est-à-dire qu'en gros on essaie de réguler des offres commerciales auxquelles on a déjà souscrit, sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, et donc on renvoie un peu à... Voilà. On n'est pas content du produit, donc on essaie de fixer des nouvelles règles. On retourne au SAV en espérant d'être entendu. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on aurait mieux fait de les inventer, ces produits-là, plutôt que... Oui, on aurait mieux fait. Et en fait, on peut toujours faire beaucoup de choses, puisque beaucoup de choses existent. Donc, on va y venir sur le radar français. Julien Pillot, Vincent Morel, il faisait allusion, il disait en gros, quand l'Europe décide, les autres suivent. C'est ce qui fait de l'Europe une puissance normative, comme on dit, sur la question RGPD notamment. Donc la réglementation générale pour la protection des données personnelles, je le dis pour le téléspectateur, vous savez, c'est toutes ces petites fenêtres qui apparaissent quand vous vous connectez à un site, qui vous disent est-ce que vous acceptez les cookies essentiels, est-ce que vous refusez tous les cookies. Tout ça, avant, évidemment, on ne vous le demandait pas, parce qu'on vous collait tous ces cookies sans vous le dire. Donc les autres pays suivent, tout le monde suit ? Non, tout le monde ne suit pas. Mais on va dire que les pays qui veulent commercer avec nous, qui ont intérêt à le faire, et l'Europe étant un immense marché auquel nulle entreprise ne peut réellement se couper, les entreprises et les nations dans lesquelles battent pavillon sont très intéressées par, effectivement, adopter nos normes. Vous avez employé le terme de puissance normative. Aujourd'hui, on pourra tous s'accorder sur le fait que l'Europe est effectivement une puissance normative qui, à défaut d'être dans l'innovation technologique, imagine a posteriori, peut-être un peu tard, mais cela s'explique très facilement, j'y reviendrai peut-être, imagine en fait les bons usages, les bons cas pratiques qui vont permettre de pouvoir transformer cette espèce de Far West numérique en quelque chose qui soit à peu près viable pour l'ensemble des acteurs économiques, qu'ils soient des consommateurs ou des producteurs. Parce qu'il y a un exemple qui va peut-être encore plus parler à nos téléspectateurs, qu'on cite souvent, c'est la question des chargeurs. De portable. Bien sûr, on peut expliquer aux téléspectateurs ce qu'a fait l'Europe. D'ailleurs, l'Europe, effectivement, s'en est quelque part vantée. Effectivement, avant que l'Europe n'applique sa politique, on avait des difficultés d'interopérabilité, pour employer le terme technique. Chaque marque avec son chargeur dédié, avec l'intervention de l'Union européenne. Aujourd'hui, on a un standard commun qui va permettre en fait aux consommateurs de se dire que s'ils doivent changer leur device, leur ordinateur ou leur téléphone portable, ils vont pouvoir le faire de façon beaucoup plus fluide, dans la mesure où ils ne seront pas obligés de racheter un chargeur et d'autres éventuellement matériels complémentaires. Et ça, les constructeurs étaient contre, mais comme l'Europe l'a fait, ils s'y sont tous mis. Ils vont devoir s'y mettre de façon obligatoire, ça c'est évident. Reste à savoir si ça aura des effets
vraiment productif très important sur le marché. On peut penser que c'est intéressant du point de vue du consommateur, mais il y a déjà des économistes, dont je peux faire partie, qui craignent que cela fige en fait un marché qui était extrêmement innovant en fait au niveau de la connectique et que faire bouger des opérateurs en symbiose, ça prend beaucoup plus de temps. La technologie des plaques est beaucoup plus lourde que de laisser en fait dans un marché concurrentiel chaque opérateur dans un système concurrentiel essayer de trouver la meilleure connectique qui peut devenir en fait un argument de vente en fait. Ophélie Coelho, est-ce que les pays d'origine de ces grandes plateformes, de ces grands géants, suivent l'Europe aussi, ou est-ce qu'ils ont tendance à protéger, par exemple, est-ce que les États-Unis, est-ce que la Chine ont suivi les exemples européens de régulation ? Alors oui, d'une certaine manière, par exemple la Californie, ils ont leur propre régulation, sur certains points d'ailleurs, est plus efficace que la régulation européenne du RGPD par exemple, mais ils s'inspirent évidemment des discussions et des problématiques européennes. On pourrait aussi citer la Corée du Sud, qui a une très bonne réglementation en termes de numérique, et de manière générale, il y a aussi des droits du numérique, des réglementations qui se mettent en forme un peu partout, et dans les pays africains, c'est des questions qui montent aussi. Donc en fait, on a quand même, évidemment, les droits du numérique des différents pays s'inspirent les uns les autres, en fait, sur des points en particulier. Après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment efficace ou pas, et est-ce que le régulateur peut, derrière, contrôler ? Évidemment, on va y venir au cours de ce débat. Mais d'abord, on va faire un petit focus sur de qui on parle, qui sont ces fameux géants du numérique. Vous vous souvenez, on les appelait avant les GAFAM, un acronyme avec les initiales de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ouais. Aujourd'hui, il faudrait changer de nom, mais en tout cas, ce nom-là est passé à postérité. Je vous propose de regarder ceux qui sont en tout cas dans le viseur de la Commission, si j'ose dire. Donc, Alphabet. Alphabet, c'est le groupe de Google, en gros, Google, Chrome, YouTube, Amazon, que vous connaissez pour beaucoup, Apple, avec évidemment que ce soit son système d'exploitation iOS, mais aussi son navigateur Safari, et puis son magasin d'applications, l'Apple Store. ByteDance, peut-être, voilà, il faut revoir certaines photographies. ByteDance, c'est le chinois qui commercialise TikTok. Meta, c'est un nom peut-être que les téléspectateurs connaissent un peu plus. Donc ça, c'est le géant qui regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Microsoft, que vous connaissez tous aussi, qui possède par ailleurs LinkedIn, vous savez, le réseau social professionnel. Et puis un petit nouveau, depuis lundi dernier, la plateforme de réservation d'hôtels en ligne, Booking.com, qui, tout cela, en fait, ont été considérés comme des contrôleurs d'accès, Vincent Morel. Ça veut dire quoi et qu'est-ce que ça change ? Alors, le contrôle d'accès, c'est une notion qui résulte de la directive sur les marchés numériques et qui a été mise en place donc, pour réguler la concurrence autant que possible. La notion de contrôle d'accès, c'est en fait c'est un géant de la technologie, et vous avez cité la plupart d'entre eux, qui se trouve entre le consommateur, l'utilisateur et les autres fournisseurs d'applications, de logiciels. En fait, c'est lui qui décide qui rentre, qui sort. Et il a un poste stratégique et c'est en cela que la réglementation européenne est venue pour dire attention, vous ne pouvez pas utiliser votre position dominante pour faire un monopole et empêcher les autres acteurs de se développer. Il faut donner des exemples concrets. Apple, par exemple, sur son Apple Store, choisissait les applications qu'il décidait de proposer à ses clients ou de ne pas leur proposer. Donc ils avaient un pouvoir considérable sur les développeurs d'applications, par exemple ? Alors justement, vous parlez d'Apple, ça tombe très bien. Apple vient de faire l'objet d'une enquête, la commission vient de l'annoncer. Apple va faire l'objet d'une enquête par rapport à son application photo. Oui. On lui reproche d'imposer donc cette application pour tout utilisateur d'un iPhone et donc on lui dit vous devez laisser la possibilité à tout utilisateur de désinstaller photo et de prendre une autre application. D'accord. Ça va toucher donc des business assez différents au fond. Un Booking.com par exemple, c'est quoi l'enjeu ? En fait, il faut comprendre que les pratiques de marché qui sont concernées étaient déjà réprimées, si tant est qu'elles étaient constitutives d'un abus de position dominante au titre de l'article 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne prône la concurrence libre, comme on le sait, mais non faussée. Et donc, un abus de position dominante, c'est quelque chose qui fausserait la concurrence. Et donc, ces géants, en fait, il n'y avait pas besoin de faire ce DMA, cette nouvelle réglementation Si, elle était néanmoins nécessaire, parce que pour pouvoir activer ce fameux article 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, cela passe par une procédure contentieuse
entreprises, donc qui peut prendre beaucoup de temps, qui va être contesté en appel et qui donne des résultats qui parfois sont incertains. Le fait de pouvoir mettre en place le Digital Market Act, c'est une régulation ex ante, c'est de fixer à ces acteurs qui disposent d'une position dominante parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir fixer les conditions techniques et économiques d'entrée sur le marché, leur dire d'emblée, voilà ce que vous avez le droit de faire, voilà ce que vous n'avez pas le droit de faire, et voici les limites. Alors, donnez-nous des exemples concrets pour que le téléspectateur comprenne. Qu'est-ce qu'ils n'ont plus le droit de faire et qu'est-ce qui... Alors, ce qu'ils n'ont plus le droit de faire, c'est de privilégier leurs propres services. D'accord, donc ça on a compris. Donc maintenant, quand on devrait acheter un iPhone, enfin peut-être demain ou après-demain, on pourra choisir l'application d'appareil photo. La possibilité C'est la même chose pour Google et le système Google Maps, par exemple, que le téléspectateur connaît bien. Absolument. Donc ils ne peuvent plus faire d'auto-préférence en fait pour leur propre service. Et puis cela va normalement discipliner aussi certains modèles économiques qui sont sous-jacents, notamment les systèmes de commission à la fois sur la diffusion d'applications via les marchés d'applications, mais également sur l'ensemble des transactions qui transitent de façon obligatoire aujourd'hui par leur système de paiement. Apple Pay par exemple, pour citer celui d'Apple, qui aujourd'hui en fait est un système de paiement qui est incontournable pour les développeurs d'applications. Et ça les amène à devoir verser à Apple une commission de 30% en moyenne sur les transactions qui sont réalisées sur le biais de l'application, sans pouvoir contester par le jeu de la concurrence avec d'autres systèmes. Tout ce qui nous rend prisonniers d'une marque ou d'une application. On n'a pas changé finalement la philosophie, mais la manière d'appliquer la concurrence à ce monde du numérique. Est-ce que vous considérez que c'est un changement important, que c'est une révolution quand même? Je disais, par exemple, on prend l'exemple de Google. Google, il y a un contentieux, ça fait 14 ans sur Google Shopping. Il y a eu tellement d'appels que tous les autres acteurs de comparateurs de prix sont décédés en cours de route. Là, on dit, avec le DMA, il va falloir le faire dès le début. Alors qu'est-ce que ça change profondément? Ça change par la sanction. En fait, la menace, elle est là. C'est-à-dire qu'on est sur des sanctions très fortes en termes pécuniaires. On est 10% du chiffre d'affaires mondial. Voire 20% en cas de récidive. Et on peut penser que ça va vraiment être fait, ça? Alors, justement sur les sanctions, pour que tout le monde comprenne, je vous propose d'écouter le porte-parole de l'Union européenne. Il annonçait le tarif, c'était en juin dernier. Dès minuit, les gens du numérique sont tenus de prouver qu'ils respectent le DMA et la Commission n'hésitera pas à appliquer pleinement les nouvelles règles en utilisant toute la boîte à outils à sa disposition. En cas d'infraction, la Commission peut imposer des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, pouvant aller jusqu'à 20% en cas de récidive. La loi sur les marchés numériques et la loi sur les services numériques, qui ont commencé à s'appliquer pleinement dès février, forment un ensemble unique de règles qui s'appliquent dans l'ensemble de l'UE pour créer un espace numérique plus sûr, où les droits fondamentaux des utilisateurs sont protégés et en tant que des règles du jeu équitables pour les entreprises. Ophélie Colliot, on risque de les voir, ces amendes de 10% du chiffre d'affaires, voire 20% en cas de récidive. C'est absolument colossal. Est-ce que c'est un maximum de peine ou est-ce que c'est le tarif fixe pour tous les contrevenants? Alors, pour le coup, on verra. Ça n'a jamais été appliqué. Voilà. On verra. Je pense qu'il y aura toujours des négociations et des appels à cela. Il y aura certainement de la part des big tech, des contrôleurs d'accès, des portails d'accès au marché, des oppositions à cela. Ils feront appel, déjà dans un premier temps. Après, la question est plutôt, est-ce que les modalités du DMA, DSA, sont suffisantes en fait pour vraiment contraindre et empêcher l'abus de position dominante à partir du moment où on part uniquement en fait de produits a priori déjà existants. De toute façon. Ce qu'il faut bien retenir, par exemple, c'est que l'une des armes essentielles d'Amazon, par exemple, entre autres, pour réussir à capter des parts de marché, c'est de faire de l'intelligence économique, en fait, et d'utiliser les données qu'il a sur sa plateforme pour voir, en fait, quelles sont les préférences des clients, des consommateurs, et aussi, profiter, en fait, de ces informations-là pour proposer certains marchés, certains produits, etc. Ça, on n'a pas du tout la visibilité là-dessus. Et que ce soit le DMA et encore moins le DSA n'a pas la possibilité en fait de légiférer et de contrôler ces actions-là. Donc on a quand même des limites assez énormes de ce point de vue-là sur ce qu'on peut reprocher, sur le cadre en fait de contrôle qu'on peut avoir là-dessus. Vincent Morel, je reviens sur les tarifs. C'est dissuasif?
Et il y a déjà eu des amendes qui ont été prononcées. Il y a déjà eu des géants du numérique qui ont dû, pas dans le cadre du DMA, mais qui ont déjà dû payer des sommes pour le RGPD, je crois, notamment, non ? Exactement. 1 milliard récemment pour Apple, et en termes de la concurrence, on a eu 4 milliards pour Google, si je ne dis pas de bêtises, en 2018. Donc oui, il y a des sanctions. Alors après, on peut se dire... On parle d'entités qui ont des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc on peut dire que c'est rien. Et c'est en cela que je dirais quand même, et je serais un peu plus optimiste que vous. Alors l'avenir nous dira si ces directives, ces règlements, sont efficaces ou non, mais il y a les sanctions pécuniaires, donc 10-20%, ça fait réfléchir. Sur les services numériques, c'est 6%, ça fait également réfléchir. Mais les deux, au-delà de ces dispositions, de ces sanctions pécuniaires, prévoient pour, par exemple, le marché numérique, l'interdiction, le cas échéant, d'acheter de nouvelles entités. Il faut savoir que les géants du numérique ont complètement tué le marché par des développements faits en interne. Et en cela, il y a des CRD, il y a beaucoup d'impôts recherche, de recherche qui sont faites, et aussi par l'acquisition de toutes les startups. Ils rachètent des startups qui ont l'air prometteuses. Et ça, on peut leur interdire Oui, on pourra leur interdire, et ça peut aller. Alors là, par contre, j'y crois pas, je suis comme vous, ça peut aller jusqu'au démantèlement. Bon, ça vous nécessiterait une coopération. Alors, Margaret Vestager avait menacé Google, je crois, ou Meta, de démantèlement. Google, mais dans le cadre d'une action contentieuse, pas dans le cadre du DMA. Voilà. Ça, c'est une vue de l'esprit. C'est ce qu'on appelle au football un coup de pression. Un avocat dirait un effet de manche. C'est un effet de manche. Mais ça montre le volontarisme néanmoins du régulateur européen. Alors juste je reviens un peu ce qu'on appelait les GAFAM, donc les contrôleurs d'accès, les géants, les big tech, voilà, tout ça, pour que le téléspectateur comprenne bien. On dit parfois qu'ils sont aussi puissants que des États. Est-ce qu'en termes de lobbying, est-ce qu'en termes de rapport de force, c'est dur de résister à un géant du numérique ? Évidemment, c'est extrêmement dur. D'ailleurs, l'acronyme GAFAM, à mon sens, a encore un bel avenir devant lui, dans la mesure où, par le jeu, justement, des consolidations et des prises de position que ces entreprises sont capables de faire dans toutes les industries montantes, et notamment dans l'intelligence artificielle, on se rend compte que lorsqu'on tire le fil, on retrouve très souvent ces usual suspects quelque part dans l'équation. Je referme la parenthèse, mais effectivement, ce sont des acteurs qui sont extrêmement puissants, parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise leurs services, ils sont devenus universels, ils ont un pouvoir d'influence économique colossal, puisque derrière leur choix d'implantation découle tout un tas d'activités économiques et d'emplois générés. On est très curieux, très content de les accueillir. On a vu Emmanuel Macron, Amazon, ce qui est notre politique. On l'a vu lundi. Ou encore plus rigolo, la façon dont Elon Musk aujourd'hui est perçu. Parce que d'un côté, on aime bien lui tirer les oreilles sur l'absence de modération sur son réseau social X, essentiellement Twitter, mais dans le même temps, il n'y a personne qui oserait ne pas lui dérouler le tapis rouge, parce que derrière ces décisions d'investissement pour des méga usines de batteries électriques, c'est beaucoup d'emplois et beaucoup d'activités économiques. Tiens, je vous donne un chiffre juste pour une comparaison, qui n'est pas raison bien sûr. Le chiffre d'affaires annuel d'Alphabet, c'est la maison mère de Google, c'est à peu près l'équivalent des recettes fiscales annuelles de la France. Voilà. La force de frappe de l'un et de l'autre. On parlait de démantèlement tout à l'heure. On peut imaginer même interdiction. Interdiction, ça peut marcher. Oui. Je vais vous faire réagir, mais ça peut marcher en tout cas d'un point de vue technique, j'allais dire. On en a encore eu une illustration hier avec l'interdiction en Nouvelle-Calédonie du réseau TikTok. Et on va essayer de comprendre comment, en tout cas l'interdiction ou la neutralisation, comment tout ça a pu être possible. On va essayer de le comprendre avec Yann Effelé. Rebonsoir Yann. Bonsoir. Alors, l'interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie, déjà, pourquoi faire ça ? Parce que c'est l'un des moyens de communication préférés des émeutiers. TikTok, c'est avant tout des vidéos courtes qui se succèdent les unes aux autres, tout ça guidé par un algorithme puissant et qui vous connaît bien. Sur l'application, il y a aussi une messagerie qui permet d'échanger des informations. C'est le haut-commissaire sur le territoire qui est à l'origine de la demande de couper TikTok à cause des vidéos qui circulent, des appels à la haine et à la violence. Elles peuvent avoir un rôle pour mobiliser une partie de la population. Mais comment le gouvernement peut-il bannir
bannir, même temporairement, un réseau social. Ouais, à ce stade, TikTok est seulement suspendu sur le Caillou et le fait que ça se produise en Nouvelle-Calédonie et pas en métropole n'est pas anodin. Il y a deux aspects, un aspect juridique et un aspect technique. D'abord, l'aspect juridique. Le gouvernement s'appuie sur l'état d'urgence entré en vigueur hier soir. La loi sur l'état d'urgence prévoit que le ministre de l'Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Alors la question que soulèvent certains juristes, oui c'est ça. Est-ce qu'on est dans des actes de terrorisme ? Est-ce que les émeutes rentrent dans cette définition stricto sensu du terrorisme ? Pour d'autres, la suspension de TikTok temporaire est proportionnée à la nécessité de rétablir l'ordre. Politiquement, en tout cas, ça pose un certain nombre de questions. Il y a eu des réactions, notamment à l'extrême gauche. Regardez ce tweet de l'insoumis Thomas Porte. Plutôt que de revenir à la raison et de retirer son projet de loi, Gabriel Attal annonce la fermeture de TikTok et le déploiement de l'armée en Nouvelle-Calédonie. C'est une réponse digne d'un pouvoir colonial. Le retour à la paix civile ne s'obtiendra pas par la force. Alors ça, c'était le point de vue juridique. Là, c'est maintenant le point de vue politique. Du point de vue technique, pourquoi on a pu le faire ? Eh bien, c'est beaucoup plus facile de bloquer TikTok en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Je m'explique, sur la collectivité ultramarine, il n'y a qu'un seul opérateur mobile, Mobilis, et la suspension ne vaut que pour l'application sur les téléphones mobiles. Il suffit de convaincre cet opérateur, de le contraindre même à bloquer les accès au contenu de TikTok pour que l'application tombe dans le vide. Elle n'est pas supprimée des téléphones des utilisateurs, juste ils ne voient plus les vidéos. Sur le continent, ici en Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a d'une part plusieurs opérateurs, il y a aussi des règles européennes. Elles ne permettent pas de faire sur le continent ce qui a été fait en Nouvelle-Calédonie. Le territoire échappe à un certain nombre de règles communautaires. Merci beaucoup Yann. Donc on l'a vu, les GAFAM sont riches, ils sont puissants, ils ont des lobbies, mais les États, ils peuvent débrancher le courant, si j'ose dire. En tout cas, certains le font, pas toujours les plus démocratiques. En Chine, par exemple Alors oui, en Chine, en Inde, en fait, il y a plein de pays. Il faut expliquer aux téléspectateurs que toutes les applications qu'on connaît, nous, eux ne les connaissent pas dans leur pays. Ils les connaissent. Ils les connaissent. Simplement, ils ne peuvent pas forcément les installer et les utiliser. Voilà. Ils ont d'autres versions, d'autres applications auxquelles nous, on n'a au contraire pas accès. Mais surtout, depuis le départ, en fait, ils ont une politique de censure des contenus. C'est-à-dire que même quand il y avait Google... Donc en Chine, par exemple, il n'y a pas Google, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a plus Google. Il y avait Google. Il n'y a plus Google, depuis, je ne sais plus exactement depuis quelle année d'ailleurs. Mais à la base, Google, de toute façon, était censuré. Il y avait certains contenus... mais donc, techniquement, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est faisable. Ça veut dire que l'Europe, en dernier ressort, pourrait le faire ou pas ? C'est faisable, c'est toujours faisable, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que Internet, c'est un ensemble de protocoles sur lesquels on peut appliquer des filtres par-dessus. Et par ailleurs, si vraiment on a envie de tout couper, il suffit de couper les câbles de base. Donc de toute façon, on peut tout à fait se fermer du monde. Techniquement, c'est possible, sans pour autant que ça impacte le réseau d'autres pays. Sauf si, en effet, vous constituez une route. Si vous coupez la route, mettons par exemple que vous êtes connecté aux États-Unis et que vous êtes en Suisse, si vous coupez la route en France, vous coupez la Suisse. Voilà. Donc il y a des interdépendances de base qui est tout bêtement que les routes qui sont les réseaux transportent des données. Donc quand vous coupez les routes, vous empêchez aux autres d'obtenir les données qui passent par ces routes. Point. Oui. Mais donc pour la Chine, comme de toute façon ils ont grosso modo la maîtrise de leur réseau attenant, et surtout ils ont fait en sorte depuis le départ d'avoir énormément de données sur leur territoire, du coup ils peuvent contrôler en effet un certain nombre de choses. D'accord. Les États-Unis n'hésitent pas, eux aussi, à sortir l'arme lourde, si j'ose dire. Et si on prend l'application TikTok, on peut rappeler à nos téléspectateurs que TikTok, qu'on soupçonne, vous savez, d'espionnage ou d'aspiration de données personnelles à votre insu, les États-Unis ont considéré que, d'abord, toutes les données devaient être dans des serveurs basés sur le territoire américain et pas sur le territoire chinois. Donc ça, je pense qu'on fait allusion au cloud, c'est ça, ou à tout ce qui est basé dans ces nuages numériques qu'on ne voit pas. Et puis, deuxièmement, le Congrès a quand même voté l'interdiction du réseau chinois TikTok sur son sol, à moins que il y ait une filiale américaine pour tous les utilisateurs américains qui soit pas détenue par un Chinois. Ça, c'est imaginable en Europe ? De jouer sur ce type de rapport de force ? Tout est imaginable. Ceci étant, les Américains, en l'espèce, sont généralement beaucoup plus pragmatiques que nous.
TikTok, pour eux, c'est un problème. C'est un problème à la fois d'influence, un problème parfois d'ingérence dans leurs affaires. Ils soupçonnent aussi beaucoup d'espionnage par le biais de cette application, à la fois des services de l'administration de l'État, mais également de certaines entreprises extrêmement stratégiques, vitales pour les intérêts américains. Mais c'est aussi un problème économique, parce que TikTok, aujourd'hui, prend des parts de marché extrêmement fortes sur notamment les plus jeunes populations, les moins de 25 ans, mais qui sont les consommateurs de demain, mais qui sont aussi, en fait, les propagateurs aujourd'hui principaux, les internautes les plus engagés, en fait. Et ça leur pose un vrai souci stratégique, parce que ça affaiblit, en fait, quelques-uns de leurs champions internationaux. Nous, on n'a pas ces champions internationaux en Europe à protéger, en vérité. On n'a pas ces champions, puis on n'a pas ces méthodes, parce que c'est aussi tordre le bras au commerce international. Est-ce qu'on n'est pas l'espace européen, d'une certaine façon, trop démocratique ou trop respectueux des règles du jeu mondial? Le président Macron a dit dans son discours de la Sorbonne, cessons d'être naïfs. Oui. Cessons d'être naïfs. Et aujourd'hui, avec la réglementation européenne qui a été mise en place, on a les moyens de ne plus être naïf et de sanctionner et d'empêcher. Parce que vous posez la question, est-ce qu'on peut empêcher TikTok de diffuser sur le territoire européen? Oui, avec la nouvelle directive, la DSA, on peut, dès lors... S'il y a la volonté politique... Mais après, il faut faire du droit. La volonté politique ne suffit pas. Il y a un moment, il faut un outil juridique pour le faire. Et la DSA offre la possibilité, dès lors qu'on considère qu'il y a un contenu illicite ou qui est défavorable dans le sens des informations, mauvaises informations. Et TikTok... Il y a de la désinformation et il y a des contenus abrutissants. Il y a aussi des choses bien, je le dis, pour pas passer pour un vieux... Il y a l'exemple de TikTok Lite. TikTok Lite, qui est quand même... Il faut rappeler pour le téléspectateur. Alors, TikTok Lite, c'était une nouvelle application qui permet... Donc TikTok propose un nouveau produit qui donnait des espèces de pièces, des jetons numériques aux consommateurs, des enfants. En fonction du temps passé sur les écrans. Et avec cette monnaie, ils pouvaient ensuite avoir des bons d'achat, bien sûr, sur TikTok. On rappelle juste, TikTok, invention chinoise en Chine, restreint. Le temps est restreint pour les enfants, mais en Occident, ils voulaient que les enfants passent encore plus de temps. Au Japon et en Corée. Et voilà. Alors plus vous achetez, plus vous avez des points, plus vous achetez. Vous m'avez fourni une transition de rêve sur le DSL, du Digital Service Act. Vous vous souvenez des sigles que je vous ai montrés au début, c'est-à-dire la réglementation qui encadre ou qui est censée encadrer les contenus. Parce que là, ça se heurte à un petit peu plus de complexité, j'ai l'impression. On a parfois le sentiment que ça patine, notamment au nom de la liberté d'expression qui est tout de suite avancée par les défenseurs de ces réseaux. On va commencer par le plus célèbre d'entre eux, Elon Musk. Écoutez. Nous voulons permettre aux gens de s'exprimer sur Twitter. La liberté d'expression est importante et n'est pertinente que si les gens sont autorisés à dire des choses que vous n'aimez pas. Parce que sinon ce n'est pas la liberté d'expression. Et je considère que si quelqu'un dit quelque chose de potentiellement offensant, c'est en fait acceptable. Nous n'allons pas promouvoir ces tweets offensants. Mais je pense que les gens devraient pouvoir dire des choses, car l'alternative est la censure. Et franchement, je pense que si vous vous engagez dans la voie de la censure, ce n'est qu'une question de temps avant que la censure ne se retourne contre vous. J'ai envie de dire que ça se passe presque de commentaires. On va faire un petit détour avec vous, Tam, parce que les élections européennes, la campagne et les élections européennes vont être un test grandeur nature pour le Digital Service Act, donc cette réglementation sur les contenus. Le DSA, peut-il empêcher les fake news et les ingérences dans la campagne européenne? Il permet déjà certaines choses. On va justement s'intéresser au réseau social d'Elon Musk sur X, sur Twitter. J'ai testé sur mon propre compte Twitter. Il permet désormais aux utilisateurs de signaler un contenu illégal dans l'Union européenne. Voilà pour une illustration concrète du DSA. On va le voir à l'antenne. On peut cocher une petite case. Voilà. Bon, ça, c'est pas une fake news. Les questions au gouvernement, c'est vraiment quelque chose qui a lieu sur Public Sénat toutes les semaines. Bon, alors le sujet, en tout cas, il est crucial. Je rappelle que le Forum de Davos, en janvier dernier, a placé la manipulation de l'information comme la plus grande menace à court terme redoutée par les dirigeants. Devant les événements climatiques extrêmes, devant les fractures sociales, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a comparé ces fausses informations, je le cite, à un cancer pouvant mettre en péril la santé de la démocratie. Il a estimé que 2024 était une année critique pour lutter contre les fake news
en raison des élections qui se tiennent donc cette année. Alors, c'est qu'il y en a beaucoup, mais et notamment celle qui nous concerne, l'élection européenne. Et oui, une élection qui souffre de faiblesses structurelles qui la rendent plus vulnérable à la manipulation d'informations. La participation y est traditionnellement faible sur cette élection. Donc, une campagne d'influence peut avoir des répercussions particulièrement fortes. Et en plus, vous avez 27 élections à peu près en même temps, ce qui fait beaucoup à réguler pour les réseaux sociaux. Et ces derniers mois, d'ailleurs, eh bien, il y en a eu des campagnes de désinformation. Alors, pas seulement autour de la campagne européenne, mais par exemple, on va prendre l'exemple de la campagne de désinformation dont on a le plus parlé en France. C'est celle qui a eu lieu à Paris lorsque des étoiles de David ont été taguées sur les murs. Oui, on s'est aperçu que c'était un complot. Cette opération, elle avait aussi une dimension numérique. Oui, les photos ont été diffusées, amplifiées par des comptes appartenant au réseau Doppelganger, le double maléfique. Ce réseau qui avait créé des doubles numériques de grands journaux qui ont été à la manœuvre dans l'opération de désinformation russe qui marque toujours la guerre en Ukraine. Je parle d'une autre opération que le Digital Service Act a échoué à démanteler, celle qui a eu lieu en Slovaquie à l'été dernier, qui présentait un deepfake explosif, je ne rentrerai pas dans les détails, mais du candidat pro-européen et progressiste Michal Simeka. La vidéo, elle a été retirée au bout de quelques heures par Facebook, par TikTok, mais elle avait eu le temps d'être partagée plusieurs milliers de fois. On ne sait pas quel a été exactement l'impact de cette vidéo sur le scrutin, mais le vote, on connaît l'issue, a abouti à l'élection du national populiste Robert Fico. Robert Fico qui a été blessé par balle hier. Tout ça montre que les tests du Digital Service Act ne sont pas forcément très concluants, ou pas encore très concluants. En tout cas, d'évidence, ce texte ne résout pas tout. En quelques heures, vous pouvez désinformer. En plus, toutes les plateformes ne sont pas concernées, seulement celles qui comptent 45 millions d'utilisateurs. Donc, par exemple, Telegram, pour l'instant, est exclu. À cela ajouter ceux qui ne jouent pas le jeu. La Commission européenne a lancé une enquête sur X au mois de décembre, car elle estime que le réseau n'a pas lutté contre la désinformation dans le conflit Israël-Hamas. Pas moins inquiétant, voire peut-être même plus, Meta qui a annoncé débrancher un outil hyper utile aux journalistes pour identifier la propagation des fake news sur les réseaux sociaux, CrowdTangle. Déjà que c'est la bataille du pot de fer contre le pot de terre. En tout cas, cet outil sera mis hors service à partir du 14 août. Meta a promis de le remplacer. On attend de le voir pour y croire, d'autant qu'on sera à quelques mois d'une élection qui est non moins cruciale, l'élection américaine. Alors, j'ai quand même quelques questions sur ce DSA, parce la fin de l'émission approche. D'abord, est-ce que tout le monde joue le jeu de la modération en termes de moyens? On se souvient qu'une des premières décisions d'Elon Musk avait été de virer les gens chargés de la modération quand il a racheté Twitter. Est-ce qu'on sait combien il y a de modérateurs maintenant chez les GAFAM? Chez Twitter, en tout cas, on le sait, et on sait que pour ce qui concerne les modérateurs en langue française, ils sont à peine plus de 3000 actuellement. Et ce chiffre a plutôt tendance à décroître. Mais ça va aussi de pair 3000 pour toute la sphère francophone. Pour toute la sphère francophone, tout ce qui peut être tweeté en langue française, peu importe d'ailleurs où on se situe dans le monde. Ça va de pair avec une politique d'entreprise. On a entendu Elon Musk s'exprimer tout à l'heure sur la question de la liberté d'expression, mais déjà, il faut qu'il comprenne que sa conception de la liberté d'expression, qui peut être d'ailleurs fondée juridiquement aux États-Unis, ça se discute, mais bon, malgré tout, ne fait pas sens pour une plateforme internationale qui délivre ses services dans des pays dans lesquels on a des conceptions qui sont différenciées de la liberté d'expression, d'une part. D'autre part, Elon Musk, lui, croit fortement à une version décentralisée de la modération. Il considère que finalement, ce sont plutôt les millions d'utilisateurs de Twitter qui sont les mieux positionnés pour être les plus réactifs face à des contenus qui pourraient être éventuellement problématiques, offensants. La communauté peut réagir aujourd'hui. D'où les community notes qui ont été mises en place sur Twitter. Et je dois admettre que c'est un outil qui est extrêmement utile, pourvu qu'il soit bien utilisé, bien compris par les utilisateurs les plus éclairés pour modérer les débats. Et pourvu qu'on le connaisse. Pourvu qu'on le connaisse. Déjà. En fait, c'est des logiques de droit qui s'affrontent d'une certaine façon. Liberté d'expression, c'est vrai qu'elle n'est pas la même partout. Tous les pays n'en ont pas forcément les mêmes contours ou la même notion. Non, alors en fait, il faut retenir à propos du DSA, le principe est simple, c'est tout ce qui est illégal dans la vraie vie le devient en ligne. Donc c'est un principe assez simple qui est partagé en tout cas dans tous les pays de l'Union européenne. Aux États-Unis, sur le plan de la liberté d'expression, non, c'est pas la même qu'en France. On peut pas réguler ce qui se passe aux États-Unis, mais en tout cas on peut réguler ce qui se passe sur le territoire européen. Donc comment on régule? Là où le tweet est émis, là où le tweet est lu, comment ça? En fait, on peut surveiller la diffusion des informations sur le territoire européen. Effectivement, quand on est sur le territoire américain, là on est plus compétent. Mais justement, l'objet de la directive, c'est de dire aux géants de la tech, attention.
surveillez vos contenus, mettez en place les moyens de surveiller, faites des audits indépendants. Les géants de la tech ont l'obligation chaque année de faire un audit indépendant pour vérifier qu'ils ont bien les moyens de surveiller la diffusion des informations. Un petit peu comme il y a des auditeurs comptables qui vérifient les bilans d'entreprise, là il y a des gens qui vont aller vérifier le nombre de modérateurs chez les géants des big tech. Quels sont les outils que vous avez mis en place, vous, géants de la tech, pour modérer le contenu diffusé via les réseaux? Donc il faut que les GAFAM se dotent de modérateurs. Est-ce qu'en face, Ophélie Coelho, l'Europe se dote de contrôleurs, de vérificateurs? Est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions, l'Europe? Même si elle se dotait de contrôleurs, il faudrait que ce soit des contrôleurs qui travaillent pour les plateformes. Enfin, pour l'Europe. Voilà. Oui. Pour l'Europe, oui, voilà. Après, il faut faire très attention avec cela parce qu'on a affaire à des outils de communication, voilà, de réaction, qui jouent avec l'opinion, qui peuvent facilement jouer avec l'opinion, mais qui flirtent aussi avec l'idée de censure. C'est-à-dire que modération, quelle est la limite entre modération, censure, propagande? C'est très compliqué, en fait, d'imposer cela. C'est très politique. C'est très, très politique. C'est très politique, ça va varier dans tous les pays, en effet. Et par ailleurs, il y a aussi la question du temps, parce que, par exemple, lors d'une élection, en fait, les choses, on vote toute la journée, de toute façon. Donc, si on voit un deepfake ou une information qui va nous convaincre de voter pour tel ou tel candidat, le temps que ce soit modéré, il y aura probablement eu de toute façon un impact sur l'élection. Donc on n'a pas de solution idéale entre l'idée de modération, qui va le faire au final, sur quels critères, voilà. Est-ce qu'on flirtera pas avec de la censure à un moment donné? Il y a plein d'éléments là-dessus qui se posent. Et puis ensuite, il y a la question aussi du temps, de l'immédiateté en fait de l'information, des phénomènes propres aux médias sociaux qui sont étudiés depuis des années, comme la chambre d'écho par exemple, et qui de toute façon ont des impacts malgré tout sur l'opinion et sur des actions derrière qui ont des résultats concrets, comme lors d'une élection. Alors il nous reste hélas moins de 2 minutes, ça passe si vite. J'ai 2 petites questions sur l'intelligence artificielle, qui est le prochain défi que doit réglementer l'Union européenne. Comment on régule ce qu'on ne connaît pas encore, Vincent Morel? Vous avez 1 minute. C'est gentil de me poser la question. Comment vous dire? Non, en fait, il y a un projet de texte, un projet de directive là aussi, l'IA Act, donc un règlement ou directive, c'est une directive, je crois, sur l'intelligence artificielle, qui va faire une approche par les risques. En fait, on va mettre en place une réglementation qui permettra, qui obligera donc chaque entreprise de la tech qui travaille sur l'intelligence artificielle à évaluer le risque du produit qu'elle crée. Et jusqu'à, donc, en fonction du risque évalué, on essayera un contrôle, des moyens de contrôler au maximum, jusqu'à l'interdiction pure et simple de certaines intelligences artificielles, telles que la justice prédictive, par exemple, qui, en fonction d'un comportement, dire tel comportement conduira nécessairement à faire une infraction. Donc, il y a tout un système qui est mis en place pour justement essayer d'anticiper ce qui est compliqué. Et là, on risque de courir après les évolutions technologiques, très certainement. Et alors, deuxième question pour vous, Julien Pillot. Comment on régule sans entraver le développement du secteur? Ça, c'est la question à plusieurs milliards. Vous avez 1 minute, c'est la dernière minute. En matière d'intelligence artificielle, tout se compte directement en dizaines de milliards. Non, c'est extrêmement compliqué et c'est l'un des reproches aujourd'hui qui est adressé à l'IA Act à l'européenne, c'est d'être un petit peu trop général, déjà d'une part, et d'autre part, peut-être trop en avance de face sur les précautions qui sont mises en place. Relativement, par exemple, à ce qui peut se faire au niveau américain, où là aussi, on se pose la question de la façon dont on va réguler l'intelligence artificielle, mais on se la pose de façon très différente, plutôt par verticale, plutôt secteur par secteur, en disant finalement... Dans la médecine, dans le droit, dans la conduite des questions autonome, éthiques etc. et des choses comme ça. Exactement. Voilà. Et la logique qui est poursuivie par les Américains, c'est plutôt de dire, finalement, ce sont les acteurs des industries qui savent le mieux les risques, mais également les opportunités liées au développement de l'intelligence artificielle. Laissons-leur d'abord la primauté de pouvoir savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et éventuellement, on interviendra, mais plutôt en deuxième rideau. C'est un point de vue qui se comprend, mais qui se discute. Malheureusement, ce débat est terminé. Donc nous y reviendrons. Merci à tous les trois d'avoir participé. J'espère que pour vous, ça a été clair, parce que je trouve que tout le monde a parlé de façon très pédagogique. Merci donc à vous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir regardé. Rendez-vous lundi avec Thomas Hugues dans ce fauteuil pour un nouveau numéro de Sens Public. Merci Tam. Et puis demain, c'est Patrick Roger, journaliste spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, qui sera à 8h l'invité de la matinale de Public Sénat. Bonne soirée à tous.